s'était débarrassé de moi, mais le mal, jamais il ne disparaît. Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Ce youtubeur arrogant a eu la bonne idée de vouloir refaire une vidéo spéciale Halloween. Il a oublié ce qui s'était passé la dernière fois. Il s'est plongé dans 5 mangas d'horreur et son esprit faible s'est laissé corrompre par tous ces univers malsains et pervertis. Alors une fois de plus, une porte s'est ouverte, quelque part, dans les ténèbres du tréfonds de l'abysse. J'ai entendu l'appel de ces démons et spectres de papier. J'ai rampé dans la vase putride, j'ai bu l'eau croupie, et me voilà, en pleine possession de ses moyens. Son corps et son âme m'appartiennent. Désormais, voyons maintenant s'il y a des fous parmi vous qui oseront regarder cette vidéo jusqu'au bout, se croyant assez forts pour résister au pouvoir de ces mangas maléfiques. Pour beaucoup, le Japon c'est le pays de la délicatesse, de la retenue, de la précision du mouvement, surtout concernant les femmes. On pense aux geishas, avec leur tenue et maquillage impeccable. Alors, quand on imagine un jeune homme rencontrer une belle maîtresse de musique, on imagine une histoire d'amour innocente, non ? Kazane est un manga en 2 tomes écrit par Gu Tanabe. Il date de 2007 au Japon et de 2009 en France où il est paru chez Kana. Cet auteur est connu pour se spécialiser dans l'adaptation d'œuvres de littérature classique en manga. Récemment, en France, on a pu découvrir son adaptation des Montagnes hallucinées de l'auteur américain H.P. Lovecraft, ainsi que celle de Dans l'abîme du temps du même auteur. Et ici, avec Kazane, il pousse le concept encore plus loin, puisque le manga est tiré d'un scénario écrit par Hiroaki Takeda, qui a lui-même adapté le roman de Sanyutei Ensho, paru vers 1850 sous le titre original de Shinkei Kazane ga Fuchi. Cette histoire se base en partie sur un récit encore plus ancien, puisqu'il remonte au XVIIe siècle. La légende originelle de Kazane inspira notamment des auteurs de kabuki, avant de se voir transposée à la littérature et finalement au manga qui nous intéresse aujourd'hui. Le récit se déroule à Edo, dans un Japon de la toute fin du XVIIIe siècle, où on y fait la rencontre d'un jeune homme oisif. Un jour, son oncle lui propose de devenir vendeur ambulant de tabac. C'est ainsi que lors de sa première sortie en tant que vendeur, notre protagoniste va découvrir l'existence d'une école de musique dans un quartier non loin de chez lui. Cet établissement, où on enseigne l'art du shamisen, un instrument à cordes, est tenu par une femme d'âge mûr, célibataire et à la beauté saisissante. Tôt dans le récit, cette enseignante se sépare de sa servante et de fil en aiguille, notre jeune héros va prendre sa place en tant que serviteur. Ce qui devait arriver arriva, et une liaison va naître entre ces deux personnages. Cependant, cette femme commence à avoir des soupçons concernant son jeune amant, l'imaginant être attirée par une autre femme beaucoup plus jeune qu'elle, en la personne d'une élève de son école. Se blessant par inadvertance au visage, elle va se retrouver affublée d'un furoncle qui ne semble pas vouloir guérir et ne fait qu'empirer. Dans le même temps, notre jeune homme commence à entendre des rumeurs sur des esprits et des spectres qui apparaîtraient la nuit dans la demeure de sa maîtresse. Que se passe-t-il dans cette maison? Qu'est-ce que cette femme d'âge mûr semble cacher? Pourquoi cette blessure au visage prend de graves proportions et ne veut pas guérir? Avec ce manga, l'auteur nous montre qu'il a un rare talent pour mettre en scène des ambiances glaçantes, le tout dans un contexte très réaliste. Kazane est un très bon exemple d'un type d'horreur que l'on retrouve presque exclusivement dans les œuvres d'art japonaises. Le récit nous propose davantage une peur de l'inconnu qui brouille la frontière entre le monde des vivants et celui des morts, plutôt qu'une horreur grandiloquente. Il ne faut donc pas s'attendre à des hectolitres d'hémoglobine ou à de l'action effrénée, mais à une menace lancinante, tapie dans l'ombre, qui prend son temps pour nous attirer, petit à petit, vers la terreur. Le manga est d'autant plus effrayant qu'il propose un contexte historique tout à fait réel et crédible, illustrant par exemple la vie quotidienne des gens de cette époque, notamment avec la dépiction du commerce de rue ou de l'apprentissage de la musique.
XVIIIe siècle oblige, la thématique des croyances de l'époque, aussi bien folklorique que religieuse, est également présente. Cela apporte une certaine vulnérabilité aux divers personnages. En effet, lorsque ceux-ci sont confrontés à des événements de plus en plus effrayants, ils ne peuvent pas encore s'appuyer sur la science, et on les voit immédiatement dépassés et pétris de peur. Malgré seulement 2 tomes, Gutanabe arrive pourtant à nous proposer des personnages construits et étoffés. Le rythme narratif est en effet assez lent dans l'ensemble et finalement l'histoire ne gravite qu'autour d'une poignée de kidam. On a donc le temps d'apprendre à les connaître. Il est aussi tout à fait intéressant que le manga, d'une certaine manière, prenne le lecteur à contre-pied. Le début du récit est trompeur, car on y suit pendant de nombreuses pages une simple histoire d'amour. Il faudra alors un certain temps pour que graduellement le titre bascule dans le surréalisme, la peur et, in fine, l'horreur. Faisant écho au contexte historique, comme à son habitude, l'auteur nous offre un dessin très ancré dans la réalité. Au travers des faciès et des silhouettes, tout dépeint ici des personnages on ne peut plus crédibles. On peut y voir notamment un travail très impressionnant sur les visages féminins qui affichent des traits d'une rare délicatesse et finesse. Les regards seront également notables, tout particulièrement quand il s'agira d'y afficher une terreur glacée. En conclusion, Kazane est un exemple incontournable lorsqu'il s'agit de mettre en scène les spectres, fantômes et autres esprits malfaisants dans les mangas. Même s'il est basé sur un conte préexistant, on ne pourra que rester admiratif et pantois devant le travail abattu par Gutanabe. Une œuvre très adulte grâce à son histoire, sa mise en scène, son dessin et tout particulièrement son rythme qui prend vraiment le temps de nous proposer des personnages qu'on aura beaucoup de mal à oublier une fois le livre terminé. Une lecture obligatoire, sauf si vous avez peur du noir. En voilà des tourtereaux bien malheureux. Espérons qu'ils ont une solide structure familiale pour les aider. Quand on a des problèmes de cœur, quoi de mieux que de retrouver le soutien des siens pour être réconforté. Papa, maman, rien ne pourrait nous arriver dans ce cadre, n'est-ce pas? Serpent Rouge est un manga en un seul volume, écrit par Hideshi Ino, et en France il est paru aux éditions IMHO. Cet auteur est connu pour coucher sur le papier une horreur très visuelle et corporelle qui pourra aller jusqu'à provoquer le dégoût et la nausée chez le lecteur. Attention donc, ici, âme sensible s'abstenir. Ce livre va mettre en scène la vie au jour le jour d'une famille des plus bizarres. Le point de vue est celui du fils de cette famille, un garçon qui semble avoir une dizaine d'années. En tant que narrateur, il nous raconte que lui et les siens vivent dans une maison très étrange qui lui donne depuis toujours la chair de poule et où il ressent une angoisse et une terreur inexplicables. Cette demeure semble être tellement grande que notre protagoniste n'a jamais réussi à en faire le tour. Cette habitation est encerclée par une forêt très dense et lugubre, il n'a alors jamais vu ce qu'il y avait au-delà. De fait, le manga prend la forme d'un huis clos, ce qui renforce un sentiment d'oppression constante et l'idée qu'il n'y a pas d'échappatoire pour notre personnage principal. Effectivement, celui-ci semble être la seule personne entre guillemets normale au sein de sa famille. Sa grand-mère est complètement sénile puisqu'elle est persuadée d'être une poule qui pond des œufs, tandis que son grand-père a une relation sadomasochiste avec sa belle-fille, c'est-à-dire la mère de notre héros. Le père de notre personnage, lui, passe son temps à élever des vers qu'il va ensuite utiliser pour nourrir ses nombreuses poules qu'il n'hésite pas à décapiter si celles-ci ne se montrent pas productives. Enfin, il y a la sœur de notre protagoniste, qui est fascinée par les vers élevés par son père. Comme si cela ne suffisait pas, dans cette gigantesque maison, il y a aussi une pièce interdite. Cette chambre close est protégée par un miroir qui fait office de sceau anti-démon et notre jeune héros est mis en garde par son grand-père qui lui apprend qu'il est formellement interdit d'ouvrir cette chambre scellée. Cela déclencherait une calamité qui viendrait s'abattre sur toute la famille. Serpent Rouge est de manière évidente un manga qui repose sur une horreur très glauque, corporelle, organique, viscérale. Les rapports entre les différents personnages de cette même famille sont quasiment tous malsains, flirtant notamment avec l'idée d'une sexualité taboue, mais également une folie généralisée. On en viendra assez rapidement à se demander d'ailleurs quelle est la vraie nature de cette maison qui semble isolée du reste du monde. Dès les premières pages, l'auteur installe une ambiance très lourde, notamment avec la mise en scène du personnage principal, qui nous dit être angoissé et terrorisé aussi bien par la maison elle-même que par les membres de sa propre famille. Le dessin pour sa part nous servira des personnages défigurés, des malformations physiques, des transformations et autres mutations. Sans oublier un bestiaire gluant, rampant et grouillant constitué de vers, de serpents et autres asticots. Les amateurs de fluides corporels en tout genre ne seront pas en reste non plus. En résumé, ce manga n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains,
avec son horreur quasi immédiate et qui ne fera qu'aller crescendo au fil des pages. Ici, il ne semble y avoir aucune limite à cette descente aux enfers percutante qui ne fera aucun prisonnier. Ainsi, Serpent Rouge s'adresse uniquement aux lecteurs ayant le cœur et les tripes bien accrochés. La famille n'est pas toujours ce qu'on croit, n'est-ce pas? Pourtant, en son sein, il existe un lien sacré qui est plus fort que tous les maléfices. Celui entre une mère et sa fille. Quoi de plus fusionnel, intime et précieux que cette relation? On n'imaginerait pas une seconde qu'elle puisse être corrompue par le mal. Baptism est un manga en 4 tomes écrit par Kazuo Umezu. À noter une particularité, le fait que le manga soit édité en format bunko, c'est-à-dire un format plus petit que le format de poche auquel nous sommes habitués. Cet auteur est bien sûr une figure emblématique des mangas d'horreur, avec un titre tel que L'école emportée ou encore plusieurs recueils d'histoires effrayantes. L'une de ses spécificités, c'est de mettre en scène des enfants dans des contextes traumatisants, malsains et bien évidemment horrifiques. Et avec Baptism, Umezu est fidèle à lui-même. Le manga nous propose de découvrir la vie d'une jeune femme, actrice de cinéma. Au tout début de l'histoire, celle-ci remporte un grand succès avec ses films, principalement grâce à la beauté de son visage et à sa silhouette parfaite. Mais très rapidement, nous allons découvrir que lorsqu'elle est seule dans sa loge, une fois démaquillée, elle affiche en réalité un visage qui trahit un âge beaucoup plus avancé qu'il n'y paraissait précédemment, ainsi que des blessures et des cicatrices très visibles, à tel point qu'elle paraît être une personne complètement différente. Bizarrement, et presque du jour au lendemain, elle devient obsédée par l'idée d'avoir un enfant. Elle se servira d'ailleurs du premier venu pour y arriver. Elle met donc au monde une petite fille, et c'est ainsi que le prologue du manga s'achève, car au bout d'une trentaine de pages, plusieurs années se seront écoulées. Nous retrouvons cette actrice alors beaucoup plus âgée, obèse et méconnaissable. Son enfant a bien sûr grandi, et il s'agit à présent d'une petite fille d'une dizaine d'années. De prime abord, la relation entre cette mère et cette fille semble idyllique, car cette femme est obnubilée par le bien-être de sa progéniture, notamment par sa sécurité physique. Elle tient à passer un maximum de temps avec sa fille et ne supporte pas l'idée que le visage de celle-ci subisse la moindre blessure, aussi insignifiante soit-elle. Rapidement, on se rend donc compte que quelque chose cloche dans l'attitude de cette mère, et il va falloir s'attendre alors à une descente aux enfers pour cette petite fille lorsque celle-ci va découvrir les vraies raisons qui ont poussé sa maman à lui donner naissance. L'auteur arrive avec une facilité déconcertante à instaurer très vite dans son œuvre un malaise de tous les instants, notamment grâce au fait d'avoir comme protagoniste une petite fille. Celle-ci est bien sûr complètement innocente, sans défense, et on peut imaginer le cauchemar pour elle de voir sa mère devenir une horrible menace. Umezu nous propose au travers du personnage de cette matriarche le visage de la folie, littéralement et figurativement. Cette histoire de relation maléfique est portée par le dessin à l'identité très forte et donc très reconnaissable de l'auteur. Comme à l'accoutumée, il nous offre des pages très chargées en dessin avec de multiples petites cases. Il ne sera pas rare de se retrouver par exemple avec 9 ou 10 cases par page. Il s'attarde sur les détails et de manière cinématographique, il focalise l'œil du lecteur aussi bien sur les visages que sur les objets utilisés par les divers personnages. Il joue aussi beaucoup avec l'ancrage pour souvent afficher des jeux d'ombre et de lumière très convaincants et qui rappelleront une fois de plus le cinéma. Pour ce qui est des personnages, et tout particulièrement de leur visage, on peut leur trouver un caractère assez exagéré, surtout lorsqu'il s'agit de les voir crier et hurler. Mais dans le même temps, il propose une dépiction toute particulière, celle de moments de terreur figés et glaçants. Regards et bouche grands ouverts nous transmettent alors des instants de pure frayeur. En quelques mots, avec Baptism, une fois de plus, l'auteur réussit à nous captiver très rapidement et à mettre en scène de manière très efficace des thèmes tels que les peurs de l'enfance, la peur du noir et même la peur des adultes. Un manga d'horreur pétrifiant et qui possiblement vous fera regarder vos parents d'un autre œil. Finalement, on ne peut même plus compter sur sa famille, même sur ses membres les plus chers. Mais ne paniquez pas, ils restent vos amis, comme au bon vieux temps du lycée. La camaraderie, les confidences, quelle merveilleuse époque insouciante que celle du lycée. Tsumitsuki est un manga en un seul volume, écrit et dessiné par Hiro Kiyohara. Il date de 2009 au Japon et il est sorti en France chez Pika en 2015. Ce manga est le premier de cet auteur et on le retrouvera plus tard au dessin sur le manga Another. Pour celles et ceux qui ont lu cette série en 4 tomes, ils retrouveront alors ce trait assez reconnaissable et particulier pour sa finesse, sa précision et sa délicatesse. Le manga qui nous intéresse ici repose sur un thème du folklore japonais, car ce qui lui donne son titre, c'est justement ces fameux Tsumitsuki qui, d'après
la légende sont des démons qui arrivent à posséder les personnes qui sont rongées par un sentiment de culpabilité. Ces êtres maléfiques prennent alors le contrôle des corps de leurs victimes pour finir par les transformer en monstres. Dans ce contexte, on va rapidement faire la rencontre d'un adolescent qui semble avoir une grande connaissance de ces démons et qui lui-même évolue dans le mystère puisqu'il habite dans un temple Shinto. Le manga est composé de 4 chapitres ainsi que d'un épilogue et chacun d'entre eux est plus ou moins indépendant du précédent avec comme fil conducteur notre personnage masculin principal. Il va ainsi être confronté à diverses manifestations démoniaques qui vont venir s'en prendre principalement à des lycéennes. Ce manga joue donc la carte de la possession, du démonisme et aborde par la même occasion le thème de la psyché humaine et de ses faiblesses. Dans l'ensemble, le dessin n'est pas excessivement gore ou sanglant, même s'il y aura quelques scènes où l'hémoglobine coule à flot. Il s'agit ici plutôt de jouer sur les faux semblants, les apparences, et de découvrir chez qui se cachent les démons et les menaces. Le mystère est donc très présent dans cette histoire, même au travers du personnage principal, puisqu'on ne sait quasiment rien de lui, tandis qu'il semble pour sa part déjà posséder toutes les clés de compréhension pour affronter les diverses situations qui vont se présenter à lui. L'épilogue sera d'ailleurs bienvenu, puisqu'il s'agira en fait d'un flashback concernant les origines de ce personnage. Dans l'ensemble, le scénario est servi par un dessin très agréable, très propre. Le découpage est dynamique, clair et compréhensible. En 2 mots, puisqu'il s'agit du manga initial de l'auteur, pour une première tentative, celui-ci n'a vraiment pas à rougir. Certes, par moments, on pourra se dire que le scénario présente quelques clichés et qu'il est dommage que toutes ces histoires gravitent autour de lycéennes, enlevant alors une certaine dose de variété. Mais dans l'ensemble, nous avons ici une œuvre honnête et efficace, idéale pour les amateurs de frayeur en milieu scolaire et de légendes urbaines, et qui devraient ainsi y trouver leur compte. Vous avez compris maintenant? Vous ne pouvez faire confiance à personne. Alors, il vous reste le confort et la sécurité d'un chez-soi, tout seul, entre 4 murs. Qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver de mal? Vous n'allez pas ouvrir? Hurlement est un manga en un seul tome, écrit et dessiné par Masaya Okazono, qui date de 2009 au Japon et qui est paru en France en 2015 aux éditions Black Box. Cet auteur prolifique se spécialise dans les mangas d'horreur et on pourra le retrouver à l'œuvre sur des titres tels que Emerging, Nuisible ou encore Freak Island. Pour sa part, Hurlement est un recueil de 5 histoires courtes et indépendantes les unes des autres. Le livre s'ouvrira sur la nouvelle intitulée La fille écarlate, où on verra un jeune employé de vidéoclub, fan de films d'horreur, recevoir une cassette spéciale de la part de son patron. En effet, celui-ci lui prête un film qui propage une légende urbaine, comme quoi ceux qui regardent le film reçoivent par la suite la visite de la sœur décédée du réalisateur de ce film. Le jeune homme va malgré tout regarder la cassette et, comme on peut s'y attendre, va recevoir une visite des plus inquiétantes au cœur de la nuit. Une autre de ces histoires courtes va illustrer un employé de scène de crime qui va s'apercevoir qu'à chaque nouveau cas de suicide dans sa ville, les mêmes personnes se trouvent dans la foule amassé autour du lieu funeste. Contre l'avis de son supérieur, il va commencer à mener l'enquête et petit à petit, il va s'apercevoir que derrière cette foule se cache une vérité glaçante. Les histoires ici présentes reposent donc sur le thème des légendes urbaines. D'ailleurs, Légende urbaine est le titre même de la seconde histoire. Un peu à l'image du romancier Haruki Murakami, mais ici dans le registre de l'horreur, l'auteur propose des contes basés sur la réalité et des personnages anodins qui vont devoir faire face à des situations surréalistes et bien entendu effrayantes. Il sera question de fantômes, de possession, de revenants et même d'hypnose. Même si chacune de ces histoires n'est pas forcément très profonde, principalement du fait de la restriction du nombre de pages, l'auteur arrive malgré tout à rapidement instaurer un certain malaise, notamment grâce à l'utilisation de personnages principaux complètement dépassés par les situations auxquelles ils vont devoir faire face. Pour ce qui est du dessin, Masaya Okazono nous propose une mise en image crédible qui vient renforcer cette idée de glissement progressif dans le surréalisme. En effet, les personnages dessinés ici sont des employés de bureau, des employés de vidéoclub ou des étudiants. Rien d'extravagant donc, et le dessin nous propose majoritairement des situations de la vie quotidienne au départ. La mise en scène affiche également un contexte citadin, ce qui bien évidemment n'est pas anodin au vu du thème global de légende urbaine. Toujours concernant le dessin, pour les lecteurs connaissant le travail de Motoro Mase, auteur notamment de la série Ikigami Préavis de mort, on pourra trouver
ici une certaine familiarité dans le style graphique, les pinceaux des deux mangaka affichant une certaine ressemblance. En conclusion, Hurlement pourrait servir de porte d'entrée afin de découvrir le travail de cet auteur. Sans être nécessairement très novatrice ou originale, les 5 nouvelles ici présentes n'en restent pas moins efficaces dans le genre des légendes urbaines. Enfin, il sera d'autant plus glaçant de découvrir en postface que l'auteur aurait réellement vécu la situation de la toute première histoire, celle de la fille écarlate, lorsqu'il était adolescent. Il nous racontera effectivement en toute fin de volume que cette histoire lui serait arrivée et que c'est 30 ans plus tard, après l'avoir raconté à son assistant, qu'il a compris qu'il devait la coucher sur le papier. Cette information en toute dernière page nous fera frissonner d'autant plus et donnera une toute nouvelle perspective à ce récit. Alors, toujours là, toujours sain d'esprit, vous vous dites que ce n'est qu'une vidéo et que vous ne risquez rien. Mais rappelez-vous, c'est ce que ce youtubeur pensait, lui aussi. Comme lui, vous vous êtes laissé ensorceler par ces mangas et vous avez baissé votre garde. À présent, il est trop tard pour revenir en arrière. Le ver est dans le fruit. Vous avez entrouvert la porte. Vous m'avez invité. Et maintenant, je vais vous traquer jusqu'au dernier. Alors ce soir, avant d'éteindre la lumière, n'oubliez pas de vérifier ce qu'il y a dans votre placard.